Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là en compagnie de Monsieur Rémi Chamier, que je connais depuis très très longtemps. Et voilà, c'est un honneur de venir modérer cette conférence sur Fleur. On va commencer, là, on a vu pas mal de projets qui sont importants au niveau de leur contexte, dans différentes périodes historiques, sociales, etc. Et on va continuer avec Fleur. On est bien fatigué là, non? Comment vous allez, Fontevraud? Vous allez bien? Alors, un petit pitch pour te faire plaisir. Un petit pitch. On est en 1907. Ça tombe bien que vous voyez les photos là qui défilent. Paris, en 1907, est encore entouré des fortifs, ce mur de fortification qui était troué de portes de Clignancourt, porte de Clichy, porte de Machin, porte de Vincennes. C'était des portes qui étaient créées là-dedans. Et on va suivre le destin d'une jeune avec son frère Fernand, elle s'appelle Fleur, et sa grand-mère Mémé, qui tiennent une petite boutique de fleurs à Pigalle, et puis qui n'arrivent pas à payer le loyer, qui se font expulser, et qui vont finir dans la zone, qui était ce bidonville, donc au pied, comme on le voit maintenant, au pied des fortifs, qui s'était développé depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à devenir un bidonville, une nébuleuse de bidonvilles tout autour de Paris, qui allait de Issy-les-Moulineaux, tout autour Aubervilliers, partout, qui faisait vraiment le tour, avec des chiffonniers, le quartier des Clochards, voilà, qui était un lieu assez méconnu, à mon sens, que j'ai découvert avec la Galerie des Roses, une exposition de photos. Et on va découvrir ce destin d'une gamine qui va essayer de sortir de la misère par la chanson. Voilà, elle a une voix extraordinaire. Elle est fan d'une vedette de l'époque qui s'appelle Miss Lila, qui est un gros chat blanc. Et elle veut l'imiter d'abord, et puis elle va finir par trouver sa voix. Elle va être recueillie par une compositrice, Augustine, qui va vouloir se servir d'elle pour vendre une chanson à Miss Lila. Et puis en fait, au moment où Fleur touche un petit peu ce milieu un peu plus brillant de la musique, du music hall de l'époque, il y a son passé qui la rattrape. Voilà. Bon ben voilà, ça promet. Alors il y a une histoire de train. Si je peux faire juste un petit commentaire. De toute façon, je vais rien avoir à vous dire. Hein, donc. On va laisser défiler les images là, qui sont des images de recherche préliminaires. Il y a un petit peu sur le côté droit, vous avez un petit peu ce que c'est. Première recherche, etc. Ouais. Et donc voilà, ça va défiler au fur et à mesure. On va les laisser courir et puis on va parler en même temps. Alors c'est quoi cette histoire de train pour le... Ah oui, pour le Danemark, là, que s'est passé à ce moment-là. En fait, je prends plus le train depuis quand je peux ne pas le prendre, j'évite de le prendre. Et donc, pour Calamity, on travaillait au Danemark. Et je suis allé au Danemark en train. Et pour aller à Viborg, là où est installé le studio avec lequel on travaillait, Norlum, ça met 15 heures. 17 heures au retour, 15 heures à l'aller. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu 15 heures tout seul ou toute seule à ne faire que réfléchir ou à penser ou à lire ou un truc comme ça. Moi, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, spécialement depuis que j'ai eu moi aussi un enfant. Et donc là, 15 heures, c'était extraordinaire. Et il se trouve que j'avais Sorcière de Mona Chollet. J'étais en train de lire Sorcière de Mona Chollet dans le train. Et puis tout d'un coup, je me disais, je pourrais faire un film là-dessus. Et puis je relisais un chapitre. Puis mais je pourrais faire ça. Puis au bout d'un moment, j'ai fini sur mon téléphone à m'écrire un mail pour écrire cette histoire, et qui était très loin de ce que c'est aujourd'hui, mais avec un certain nombre de thématiques communes, d'envie de parler de ce bidonville notamment. On parle après de l'histoire des animaux, ou tu vas en parler maintenant ou... C'est-à-dire qu'assez rapidement, donc, il s'agissait de parler d'injustice sociale et des mécanismes de l'injustice sociale, de misère, et j'ai senti tout de suite que le faire avec le style de Calamity ou de Tout en haut du monde, ça serait difficile, parce qu'il y aura une espèce de côté frontal. On serait probablement obligé de tempérer un petit peu les sujets qu'on voulait aborder. Et le fait de faire un petit pas de côté vers le conte, le fait d'utiliser des personnages à tête d'animaux,
ça permettait justement ce petit pas de côté qui permettrait plus tard d'aborder la misère. De manière tout à fait pragmatique, 3 petites chauves-souris qui sont en train de se cailler dans une cabane la nuit, c'est pas tout à fait pareil que de voir 3 gamines réalistes qui sont en train de se cailler dans une cabane auprès des enfants. Je pense que le ressenti n'est pas le même, et qu'on est dans le conte, on est dans une histoire d'un côté, on est dans quelque chose qui pourrait être plus misérabiliste ou hugolien, qui était quelque chose sur lequel je ne voulais pas aller. Donc j'ai choisi très vite de faire des personnages à tête d'animaux. Ils n'ont que la tête, hein, et ça permettait aussi d'évacuer un autre sujet qui était difficile ou compliqué ou risqué, on va dire, qui était une lecture ethnique du film, puisque dans ce bidonville, il y avait effectivement toutes les immigrations intra-européennes, extra-européennes, les Maghrébins, les Italiens, les Espagnols, et les Gitans, les Roms, etc. Et je voulais pas que le fait qu'on aille chercher des animaux qu'il y ait des cochons, des hamsters, des chauves-souris dans tous les milieux sociaux, ça c'est totalement indifférencié, permettait de ne pas avoir une lecture comme ça, possiblement ethnique, de cette zone et de ce qui pourrait être plus moderne, mais qui peut être considéré comme la banlieue d'aujourd'hui. Donc tu as abordé le côté social, mais surtout tu peux nous resituer le contexte historique de l'époque, parce que les Fortifs, c'est... Donc oui, les Fortifs, donc je l'ai dit, puis il y a quelques photos et quelques dessins. Donc Adolphe Thiers, qui va être ensuite très impliqué dans comment on dit, la commune, mais enfin merde, je perds mes mots, excusez-moi. La répression, merci beaucoup. Je propose que ce soit une conférence participative et que quand j'ai pas mes mots. Donc oui, la répression de la commune, et donc Adolphe Thiers va avoir une grosse importance, ça va être un beau salaud. Et donc Adolphe Thiers, après le traumatisme de l'envahissement des Prussiens à l'époque de Paris, puisqu'ils sont allés Paris par 2 fois en 1814, si je ne me trompe pas, sont allés jusqu'à Paris et ont occupé Paris, sont allés jusqu'aux les Champs-Élysées. Et donc les Français entourent Paris de murailles au moment où toutes les autres capitales d'Europe se libèrent de leurs murailles. Et ça va avoir un impact très lourd sur la ville et qui se ressent aujourd'hui. C'est une espèce de frontière comme ça entre le beau Paris et la banlieue. Et donc il y a un bouquin passionnant que je vous conseille qui s'appelle La Zone de Justinien Tribillion, qui parle justement de cette espèce de pérennité des politiques autoritaires des quartiers pauvres, où on va repousser et de cette envie d'avoir une frontière entre le eux et le nous, entre la banlieue et le beau Paris, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un travail de documentation qui a été énorme. En fait, je ne sais pas combien de temps ça a pu prendre sur toutes les archives et tout ce que vous avez trouvé et compilé, parce que même quand on arrive chez Maybe Movies, il y a une table avec tous les ouvrages de référence. Oui, c'est Edine Noël dont vous voyez le travail passer ici sur toutes les location design, qui a fait ce boulot-là. Après, bon, nous au moment du développement du film, on a évidemment bouffé tout ce qu'on pouvait bouffer sur l'époque et sur la zone et sur les Fortifs. Et Edine, à partir de l'animatique, lui, il a remis tout ce qui pouvait être un Paris un peu flou, un peu générique, on va dire. Lui, il l'a remis dans un Paris précis, avec c'est la rue Sorbier, c'est la rue machin. Enfin voilà, il a replacé tous les espaces. Il est devenu spécialiste des réverbères de 1907, de la façon dont à l'époque il y a un mix entre l'électricité et le gaz pour les éclairages publics. Enfin voilà, donc il a travaillé comme ça, comme il a fait pour Amélie. Sur le Japon, où il est devenu un spécialiste des radios des années 60 pour trouver les objets. Voilà, donc c'est sa passion, ça permet d'ancrer le film dans une
dans une réalité qui est vraiment tangible, quoi. Et c'est vraiment chouette. Ça va jusqu'à la typographie ou lettres peintes, on l'avait évoqué quand j'étais venue. Oui. Paris à l'époque est très peint, enfin beaucoup de calligraphie, et donc on va mettre beaucoup de typos sur les immeubles. Voilà, c'est la serrurerie machin, les pubs, les pubs qu'on connaît un petit peu pour du bonnet ou des trucs comme ça qui sont peints sur les grands murs, mais il y en avait beaucoup à Paris à l'époque, et donc et entre les stations de métro, c'était peint. Ah oui. Ça, je m'en souviens. Moi. Bah là, le métro démarre à peine en 1907. C'est vraiment, on a un mix entre. Ça va être un Paris sans voiture. Alors, Edine me le reproche un petit peu, mais en 1907, il y a déjà pas mal de tacos, il y a déjà pas mal de ces voitures, de ces automobiles qui arrivent, pétaradantes. Il y a déjà quelques lignes d'autobus qui sont à propulsion mécanique. Mais moi, j'avais envie d'un Paris de calèches et de fiacres et d'autobus et de ces énormes omnibus tirés par plusieurs chevaux. Et donc voilà, on va faire un Paris sans voiture à l'époque. Donc vraiment, il a reconstitué des rues existantes. Enfin, il a essayé. C'est ça. On le voit sur un des plans qui passe. Il y a des croix rouges sur tous les endroits où on va aller. Et il a créé un théâtre, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est quelqu'un de très précis et de très créatif, et c'est un bonheur de travailler avec un gars comme ça. Et il y a aussi toute cette partie iconographique, photographique, carte postale. Pas vraiment les cartes postales. Oui, il y a beaucoup de cartes postales de l'époque. Il y a beaucoup de cartes postales avec ces portraits de familles, d'enfants dans les bidonvilles. Ah oui. Ça, pour le coup, il y en a peu. Quelque chose, c'est qu'à l'époque, c'était pas les mêmes que maintenant, parce qu'ils n'utilisaient pas les mêmes matériaux pour construire leur... Oui, c'est vrai que le bidonville aujourd'hui, j'ai vu un magnifique film, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, qui s'appelle La Ciudad Sin Sueño, qui est magnifique sur un bidonville. Je crois que c'est le plus grand bidonville d'Europe, si je ne me trompe pas, en Espagne, au nord de Madrid. Et c'est des bidonvilles extrêmement colorés aujourd'hui, parce que plastique, parce que bâche, donc voilà, ils récupèrent un peu tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir construire des abris. C'est vrai qu'à l'époque, les bidonvilles sont beaucoup moins dans l'accumulation que les bidonvilles d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, une planche, il faut la faire, et qu'une planche, ça vaut déjà des heures de travail. Donc c'est plus des portes de placard. Les intérieurs sont assez vides, et s'il y a accumulation, c'est accumulation d'objets vraiment très, très inutilisables, quoi. Alors on va parler d'écriture maintenant. Moi j'ai une question, je sais que ça va te gratter un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que, parce que on essaie d'expliquer aux jeunes auteurs que quand ils écrivent un film, il faut qu'ils visualisent, et surtout qu'ils pensent à la technique qu'ils vont utiliser, parce qu'on n'écrit peut-être pas pour un film en stop motion comme un film de prise de vue réelle. Et est-ce que toi tu as des contraintes spécifiques à l'écriture scénaristique quant à la 2D ou pas du tout? Comment tu penses les choses? Tu penses les choses en anime dans ta tête? Oui, donc ta question, j'ai envie d'y répondre en deux temps. C'est qu'il y a un truc qui est énervant, c'est que des fois, chez des partenaires, des investisseurs, on va avoir des retours où le scénario d'animation n'est pas lu comme un scénario normal, de vrai film, comme disent les gamins. Donc ça, c'est assez énervant. Donc j'aurais envie de dire non à ta question. Il n'y a pas de spécificité. Un scénario, c'est un scénario. S'il tient debout, il tient debout. S'il ne tient pas debout, il ne tient pas debout. Et donc il y a la spécificité de la lecture d'un film d'animation m'énerve un petit poil. Néanmoins, comme moi je ne fais que des films d'animation, j'ai peut-être, et depuis que je fais ce métier, donc avant même d'en écrire, ou de participer à l'écriture, j'ai totalement, probablement intégré toutes les contraintes. Donc je ne peux pas dire que moi je me mets des contraintes spéciales, puisque je n'écris que pour de l'animation. Donc, et voilà, que pour du long métrage. T'as fait, à part ton film de fin d'études, tu n'as jamais fait. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Mais bon, c'est aussi compliqué d'écrire un 10 minutes qu'un 1h30, 1h20. C'est aussi long de faire les dossiers, c'est aussi long de développer. Donc pour moi, c'est la même dynamique. Mais bon, voilà, c'est ma réponse en deux temps. À la fois, il y a une spécificité, oui, il faut y penser.
Mais un scénario, c'est avant tout une dramaturgie, on va d'un point A à un point B, et on cherche une arche narrative qui tienne le coup sur la totalité du... Donc là, tout a été conçu de A à Z. En fait, il n'y avait aucune matière à part l'iconographie et le contexte et l'idée. C'est pas une adaptation, Ah non, c'est pas une vraiment adaptation, c'est un scénario original. Oui. Donc, Sandra Tossello, Fabrice Costil. Alors Sandra et Fabrice, donc Fabrice, je l'ai rencontré sur la réécriture de Tout en haut, Tout en haut du monde. Ouais. Et ensuite, quand on avait commencé à écrire Calamity, il nous avait proposé de travailler avec Sandra. Et donc on était tous les trois. Et là, on était arrivé, on a travaillé pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. On est parti donc du texte que moi j'essayais d'écrire, qui était très foutraque. On a passé d'abord des plombes à savoir de quoi on voulait parler, parce que c'était très confus. Et donc ça a été plus autour de ça, les questions, mais de qu'est-ce que raconte le film, jusqu'au un jour où je leur ai ramené un certain nombre de trucs que je collectais un petit peu partout, qui était la scène de l'adaptation américaine des Misérables, où on voit, que j'avais trouvé sur YouTube, où on voit les gens qui commencent à... Il y a un convoi, je crois, qui passe, et puis la foule commence à chanter, et puis elle se motive avec la chanson, et puis les gens finissent par monter sur les chariots, et puis voilà. Et je dis, j'adorerais un truc comme ça, où Fleur commence à chanter, et puis il y a la foule qui chante derrière elle, et qui se motive pour faire reculer les flics. Et Sandra m'a dit, mais c'est le cœur de ton film en fait, ça. C'est pas une scène c'est le cœur de ton film. Il faut qu'on construise le film pour que ça arrive là. Et à partir du moment où on a eu ça, c'est devenu plus facile. Mais Fabrice et Sandra, ils sont très très forts en arche narrative, en truc comme ça. Mais ils ont une habitude plus de travailler pour de la série, non des policiers, justice policier pour France Télé notamment. Et donc il y avait un côté il y avait un policier, il y avait un côté comme ça très très complexe, trop complexe dans le scénario. Et que vient faire Pauline Pinson dans cette histoire? Pauline m'a dit, j'ai quelques mois là, elle avait sa série Jean-Michel Le Caribou qui se retardait, et donc elle m'a dit, je vois ce que je peux en faire de ton scénario, si tu es d'accord. Et puis donc Fabrice et Sandra lui ont gentiment fait une place dans l'équipe d'écriture, et donc elle a réécrit en apportant son univers qui est plus jeunesse, plus absurde, un petit peu d'humour. Donc elle a écrit un personnage qu'on aime beaucoup qui s'appelle Loco, qui s'est pris une cheminée d'une locomotive sur la tête, et qui fait le contrôleur de la gare qui est une petite citation d'Odescaden. Voilà, donc elle a amené quelque chose de beaucoup plus jeunesse, beaucoup plus drôle, et puis de simplification aussi. Ouais, et puis je trouve, pour avoir lu le scénario, que tous ces personnages, tous ces gamins, ils ont une couleur chacun avec une histoire. C'est vraiment, tu as travaillé les personnages, en tout cas dès l'écriture, pour qu'ils aient une histoire, ils aient un caractère, ils aient un tempérament. Oui, ça fait le lien avec ta question précédente. Si on avait un peu plus réfléchi aux contraintes de l'animation, on n'aurait pas fait autant de personnages. Parce que là, on a 40 personnages, 40 parlants, enfin oui, peut-être... Sans compter les mouvements de foule, etc. Oui, voilà. On a une émeute, on a une usine on a une usine de savonnerie, on a une savonnerie qui fait... Donc Fleur déclenche une émeute enfin pas une émeute, mais elle chante, elle commence à chanter, et puis donc tout le monde s'arrête de travailler et tout ça dans une usine avant de se faire virer. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait dû penser que ça allait être un peu compliqué. Je ne sais pas si on peut dire. Fleur, elle s'exprime par ses chansons, en fait. Quand il y a un truc qui ne va pas, elle va chanter. La question de la comédie musicale, on n'en a pas parlé, peut-être? Ouais, comme c'est une chanson. Alors, ce qui a déclenché aussi l'envie de faire ce film, c'était aussi un truc qui s'est passé sur Calamity à la fin du générique, dans le générique de fin de Calamity. On avait envie de faire une chanson avec Florencia. On a écrit cette chanson et on s'est éclaté à la faire. Et donc je m'étais dit, ça serait trop bien de faire en plus le dessin animé. Il y a une tradition du dessin animé chantant pour les enfants, etc., avec des chansons dedans. Et je me suis rapproché de cette idée. Je me suis dit, ça serait rigolo de faire ça, et pourquoi pas. Voilà. Et là aussi, j'aurais mieux fait d'y réfléchir avant, parce que je me suis aperçu en le faisant que faire une chanson dans un film, là pour le coup, c'est pas une, c'est plusieurs. Puisque cette gamine chante, et donc ce ne sera que des chansons à l'intérieur du film, mais
c'est des allers-retours entre le storyboard, la musicienne, re-storyboarder ce qui a été... Voilà, enfin, c'est assez compliqué. Donc moi, j'ai commencé par faire des maquettes en chantant avec mon piano. On a storyboardé là-dessus. Après, on l'envoyait à Florencia pour qu'elle comprenne, parce que comme c'est des... Florencia, c'est la compositrice. Oui, pardon, Florencia Di Concilio, la compositrice. Et en fait... il fallait qu'elle comprenne la place narrative de chaque chanson. Par exemple, Fleur, il y a un gars que vous voyez, je crois que c'est un pigeon, Gabès, qui a un Apache, enfin une réinterprétation des Apaches à notre... Tu peux préciser les Apaches, parce que je crois que tout le monde ne sait pas. Les Apaches, c'était les Apaches, c'était des loulous, c'était des bandes de l'époque qui avaient été appelées les Apaches par des journalistes. Et c'était des sauvages, quoi. À l'époque, ça avait ce sens-là. Et qui détroussaient les bourgeois et qui foutaient rien. Leur kiff, c'était d'avoir des bottines généralement jaunes ou oranges, enfin, dans un cuir très coloré, très, très brillant. Et leur fierté, c'était d'avoir des godasses propres et brillantes par rapport aux ouvriers qui allaient bosser. Donc, ils avaient un discours un peu anard, un peu comme la bande Abadère, quoi. Il y avait un espèce de discours un peu anard, sauf que, parallèlement, ils mettaient leurs femmes sur le trottoir, qu'ils appelaient leurs marmites. Donc voilà, c'était pas des gens très, très... Non plus, le discours allait pas très, très loin. Voilà. Donc c'était des bandes de voyous, quoi, de l'époque. Et donc Gabès, qui est notre interprétation à hauteur d'enfant des Apaches de l'époque, repère Fleur, il voit qu'il va pouvoir se servir d'elle et il l'emmène chanter Porte des Lilas pendant que lui il fait les poches des badauds. Et donc, par exemple, typiquement, ce genre de chanson, il fallait l'écrire dans un contexte narratif où Fleur, d'abord, ose pas trop chanter fort, puis commence à chanter fort, etc. Donc, il fallait que Florencia suive un petit peu une trame narrative assez précise pour pouvoir écrire ses chansons. Chansons qui ont été complètement écrites et dont la musique aussi, on n'est pas dans le style des chansons réalistes de Fréhel de l'époque, un peu misérabilistes, etc. C'est vraiment des compositions complètement originales, en fait. C'est des compositions originales. Florencia étant une musicienne d'aujourd'hui, il n'y a pas de doute que ça va être contemporain. On n'est pas dans une imitation de trucs, on est quand même dans une évocation. Vous allez le voir, il y a Salomé Boulven qui est là, qui va nous interpréter une chanson du film. Et voilà, il y a quand même une évocation un peu de l'époque. Surtout, la chanson qu'elle va chanter, c'est la chanson que chante Miss Lila, la vedette dont elle est fan. Et donc c'est une chanson un peu théâtrale, quoi. C'est une chanson. Bon, voilà, il y a à la fois une évocation, et puis on n'est pas non plus on n'est pas esclave de Fréhel. Et petite précision, Salomé, c'est la voix de. C'est la voix de Calamity. On en reparlera tout à l'heure. Quand on a fait le casting, on avait invité Salomé à venir, et quand elle est venue faire la comédie pendant une demi-heure, puis après chanter pendant une demi-heure, qu'on avait fait un casting comme ça avec une dizaine de personnes. Quand elle est sortie de la pièce, je savais que c'était elle que je voulais. Et pour tous tes gamins, alors je dis les gamins, mais ils sont tous animalisés entre guillemets. Ouais. T'as toutes les voix, t'as trouvé toutes les voix. Ah ben là, on a les voix définitives. Les voix définitives sont faites. On a enregistré, nous aussi, avec Céline Ronté, qui est la star des directrices de plateau, qui est quelqu'un de super, qui t'aide à la fois sur les dialogues, sur la réécriture des dialogues, sur la formulation, sur surtout la distinction entre qui va faire des hélices, qui ne va pas faire des hélices, qui va parler plutôt bien avec des phrases, et puis qui va parler plutôt populaire et sans caricature et tout ça, qui va trouver les voix, qui trouve des castings, qui essaie de varier les castings de façon à ce que tous les pépés de l'anime d'une année ne se ressemblent pas, qu'on n'ait pas tous la même. C'est vrai que la voix, déjà, il faut que les dialogues soient sensés par rapport au mode d'expression des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas comme des adultes. Et en plus, il y a l'époque, c'est pas du tout dans le fil conducteur, ça, je suis désolée. Ouais, non, pas de souci. Non, mais on a su. Bon, moi, c'est le troisième film historique que je fais. Hein. Donc, le premier film, c'était un film sur la Russie, et il parle pas russe, donc je suis habitué j'ai déjà réfléchi un petit peu à savoir prendre la mesure de quand on fait un film d'époque, on ne fait pas un film qui se passe à l'époque pour des gens qui se passent à l'époque. Donc ça reste des films qu'on fait aujourd'hui en parlant d'une époque.
Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un aspect un petit poil documentaire, entre guillemets, vite fait. Enfin, qu'on apprenne des trucs sur l'époque, quoi, que ce soit Calamity sur le. Mais c'est des gamins qui s'expriment comme on s'exprime mais maintenant. On est dans un langage moderne, sans pour autant qu'ils disent wesh, quoi. Mais c'est quand même, un langage d'aujourd'hui, ouais. Alors, le board. Est-ce que, alors moi c'est la question, comment vous travaillez entre les mots et l'image, et comment est-ce que tu travailles l'écriture du scénario et le storyboard? Qu'est-ce qui vient en premier? Alors, ouais, pour moi c'est l'écriture du script qui passe en premier. On va jusqu'au bout de là où on peut aller au script. On sait que c'est un outil de travail, mais qu'il faut qu'on le pousse au maximum. On commence pas. Moi, je fais des images. Vous avez dû voir passer des scènes d'illustration en couleur. Il y a aussi une raison pour laquelle je fais ça, c'est pour aller chercher des sous pour faire des dossiers, tout ça. Donc, je produis ces images qui, à la fois vieillissent assez vite parce que c'est pas du tout les images qu'on voit en prod après, mais voilà, ça donne une orientation. Mais on va jusqu'au bout avec les scénaristes sans faire d'image, sans faire de board. Une fois qu'on a validé le board avec le producteur, avec Henri Magalon, on passe au story et on fait l'animatique derrière en même temps. C'est-à-dire que pour moi, le storyboard et l'animatique, c'est la même chose. On ne fait pas d'abord tout le storyboard, puis après l'animatique. Il y a Benjamin qui vient monter directement Benjamin Massoubre. Benjamin Massoubre, avec qui j'ai monté ces 3 films, et qui m'assure, lui, que le film marche dans sa globalité, dans son architecture générale, quoi. Dans l'arche, c'est lui qui va couper des secondes ici, de façon à ce que cette scène se réduise, de façon à ce que le rythme se prenne, et il est vraiment très fort à ça. Oui, mais tu retravailles le board jusqu'au bout, parce que là, tu m'as dit qu'on avait choisi a priori une scène, quand j'étais venue te voir, et tu dis, non, ça va pas, faut que je refasse, quoi. Ouais. Et ça c'est jusqu'au bout, t'es dans non, pas jusqu'à ce que l'animatique soit terminée, j'imagine. Oui. Mais c'est surtout que ce travail de storyboard et d'animatique, c'est un petit peu comme un soufflet, quoi. Il y a le script qui s'étale, mais ça arrive à tous les gens qui font même un court-métrage, les 3 minutes de La Poudrière, ça nous faisait ça aussi. On écrivait un truc, et puis quand on faisait l'animatique, on disait ça va pas là où je veux, et tout ça. Donc je pense que c'est assez général. Je sais pas si ça arrivait à quelqu'un qui fasse son animatique et que pile poil ce soit ce qu'il voulait, quoi. Donc il y a forcément un aller-retour avec, en tout cas pour nous, il y a forcément un aller-retour entre le monteur, les scénaristes, les storyboarders qui proposent des idées. Voilà, donc vous fonctionnez comment? C'est-à-dire qu'il y a des réunions entre on fait les scénaristes réunions, et les boarders. C'est Suzanne Sedel et Camille Letouzé qu'on donc là, c'est surtout Suzanne Zidel avec qui j'ai travaillé sur le board pour la première... et ensuite, Camille qui est revenue pour faire la scène, pour reborder la scène d'émeute. Mais la plupart du film, la grosse partie du film a été bordée par Camille, par Suzanne. Tu as dit qu'il y a combien de personnages dans ton film? Je ne sais pas, 40 ou 100, je ne sais pas, c'est beaucoup de personnages. Ok. Tes partis pris scénaristiques, de mise en scène, on peut parler un peu de la mise en scène et tes partis pris comme d'habitude, c'est à hauteur d'enfant, donc là on est à hauteur de fleurs, ça veut dire que l'horizon, on va la mettre souvent à hauteur de fleurs. Il y a un enjeu important pour nous, c'est de créer une zone qui soit... On ne veut pas faire du romantisme, du cabanisme, ou truc comme ça, où c'était tellement chouette de vivre dans la zone, dans ces cabanes, ils avaient tellement de la chance, c'était bucolique. On ne veut pas faire du misérabilisme, et donc on est sur la ligne de crête, là, en train d'essayer de trouver. On a travaillé pour ça, on a travaillé avec Louise Flatz à la couleur, en disant qu'on s'interdisait un peu le marron. Vous avez dû voir passer un plan assez général de la zone au Pré Saint-Gervais, et où on voit comme ça une montée de ces abris. Voilà, on s'est interdit, globalement, on s'est interdit le marron, quoi, pour pas tomber dans du gris marron. On essaie de trouver des couleurs un petit peu plus fraîches. Et puis on est sur une ligne de crête qu'on va régler au fur et à mesure du film, où il faut pas... Voilà, il faut toujours être entre ces deux opposés. Il arrive des choses un peu pas terribles, hein, quand ils se font expulser de chez la mamie là, et qu'ils se retrouvent dans une maison qui n'a pas de toit. Il y a un enjeu de filmer Paris, moi, qui est un truc qui me botte beaucoup, qui est filmer la ville et faire exister cette ville en 1907.
Puis la présence du chemin de fer aussi, ça c'est... Alors oui, il y a peu. Enfin là, il y avait le train du charbon qui était le train. En fait, toute la zone Pantin-Aubervilliers dans laquelle on se situe, nous, c'était une zone qui a d'abord été très maraîchère, et avec l'arrivée des abattoirs de la Villette, ça a complètement transformé le paysage, puisque se sont greffés aux industries autour de l'abattoir, de la récupération des graisses, se sont greffés tout un tas de chimies, de chimistes et autres industries, et donc du coup ça a créé un développement très industriel de cette zone. Et du coup, il y avait un train assez connu, le train du charbon, qui était un train extrêmement long et qui ramenait du charbon du nord et vers les industries qui travaillaient avec des turbines à l'époque. Donc chaque usine avait sa turbine à charbon pour faire marcher ses machines. Et donc ils avaient besoin tous les jours qu'on amène des tonnes de charbon. Et il y avait ce train, il fallait passer avant, parce que si on ratait le coche et si on ne traversait pas avant les trains, il fallait attendre 20 minutes ou une demi-heure que le truc passe avec des wagons remplis de charbon les uns après les autres, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une narration avec plein d'histoires qui lui arrivent à elle, avec des croisements de situations. Et puis il y a la place de ces chansons qui ne sont pas... alors, je vais faire une caricature qui m'appartient que à moi, donc fais attention à ce que pas tu dis. critique. Attention à ce que j'ai. Bon, on se connaît bien, c'est pas grave. Il ne m'en voudra pas. En fait, quand on voit Disney, en fait, tu as l'impression qu'il y a les chansons et que tout est construit entre les chansons, en fait, qu'il n'y a pas d'histoire. Et je sais comment ils travaillent, comment ils donnent ses boards aux bordeurs là-bas. Et là, c'est pas le cas. C'est vraiment chaque chanson. Enfin, tu construis pas. Je suis pas claire. Hein. Si, très clair. Je peux te dire que c'était un truc que très vite m'a dit Fabrice de Costil. Il m'a dit, tes chansons, tu les écris pas tout de suite, tu les écriras à la fin, parce que sinon on va se retrouver à créer un scénario autour des chansons. Et donc, pour nous permettre la liberté de les enlever, de les remettre, de les bouger, d'en bouger le sens et tout ça, il a repoussé l'écriture des chansons le plus tard possible. Et j'ai trouvé que c'était très très malin de sa part, parce qu'effectivement, on ne s'est pas attaché à des chansons particulières pour en faire un puis c'est vraiment intriqué dans la dramaturgie à chaque moment. C'est que ça arrive vraiment... Et pour finir là-dessus, j'ai pas fini tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des allers-retours avec les scénaristes, ça passe par le truc et tout ça, mais il y a aussi un truc qui est quand on a des chansons dans les films, c'est que c'est pas la même convention collective pour les acteurs et les chanteurs. C'est pas les mêmes micros, c'est pas les mêmes audis, c'est pas les mêmes studios, quoi. On n'enregistre pas au même endroit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin bon, bref, c'est extrêmement compliqué sur tous les trucs, et donc le prix de la post-prod, enfin le prix de ça est assez important par rapport à mes films précédents. Ouais. On va parler de travail de montage à l'animatique avec Benjamin. Comment est-ce qu'il intervient, lui, quel est son rôle? Je sais que tu as l'habitude de travailler avec lui, et il nous avait fait une démonstration assez édifiante sur J'ai perdu mon corps de dramaturgie. Je ne sais pas si ceux qui étaient là, sur la période de l'accident de voiture et comment, entre deux regards, entre les parents et l'enfant, on savait qu'il y avait tout l'amour qui passait, mais en un quart de seconde, il allait se passer une catastrophe. Et c'était incroyable, sa démonstration. Qu'est-ce qu'il apporte, en fait, toi? Parce que, alors, Rémi Chaillet, moi je l'ai connu, il était storyboarder, il était dessinateur de BD, et un excellent storyboarder. Déjà, avec le sens du point de vue de la caméra, de la narration, des mouvements, parce que tu aimes bien quand ça bouge, quand même, de préférence, un peu. C'est assez classique. Et c'est vrai que comment tu travailles avec lui, parce que tu as déjà des idées, toi, de visualisation de scènes, de plans, de mouvements de caméra. Nous, on apporte la matière à Ben. Nous, on fait des vignettes, pour rentrer dans la technique, on fait des JPEG, on fait des vignettes JPEG. On ne fait pas de QuickTime, un truc comme ça, on ne time rien. Je lui apporte des tonnes de vignettes comme ça qu'il fait, et puis ensuite il les monte, il les bruite, il passe beaucoup de temps au bruitage et aussi aux choix musicaux. C'est la première chose qu'il fait d'ailleurs la plupart du temps, c'est qu'il écoute de la musique, et puis il faut qu'il trouve ces différentes musiques avec lesquelles il va pouvoir monter le film, et il y passe pas mal de temps.
Et puis ensuite, après c'est un travail d'échange, on regarde est-ce que ça va, est-ce qu'on fait plus vite ici, machin. Et puis ensuite, quand on travaille par bobine, et quand on boucle des bobines, on refait un pass pour essayer d'architecturer, de bien rythmer la bobine. Et puis une fois qu'on a tout le film, une fois qu'on a les trois tiers, quoi, on repasse là-dedans. Et puis là, on commence à couper, à articuler, à changer, à réécrire, à bouger une séquence. Et là, ça repart. Mais franchement, comme tout le reste en animation, c'est un travail collectif. Et moi, je ne saurais pas faire des films sans lui et sans les borders. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail très, 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 très. C'est le moment que je préfère de mon métier. C'est ce moment de création de l'animatique. C'est là où tous les enjeux de réalisation se passent. C'est là où on trouve le rythme du film, les voix, les machins, et puis Alors, moi, sur Calamity, moi j'étais venue assister à un débriefing un vendredi soir de la tribu Chaillet avec les enfants qui courent, les chiens, les machins et tout. Et ouais, c'était où et donc, tu avais donné des codes couleurs à chaque animateur sur la caravane, sur la mise en scène et sur les animations. Chacun avait sa partie animée. Donc, il y avait des enjeux quand même et des challenges là-dessus. Quel est le plus gros challenge sur Fleur? C'est quoi? C'est certainement les chansons. Ouais. Et puis ce dont j'ai parlé sur les enjeux de misérabilisme. Il ne faut pas être caricatural, il faut l'être quand même un petit peu. Il faut pas, puisque le film se termine sur une scène d'émeute où la police. Raconte pas tout. Oui, c'est pas grave. De toute façon, il le voit un peu. Ah non, mais Rémi. Moi, je me souviens, j'étais allée voir la prod sur Tout en haut du monde, puis j'étais avec des étudiants, donc on se pointe et tout. Et Rémi commence à nous montrer le film. Et il y a un moment, il y a Marie Vieillevie qui lui dit « Mais arrête, quoi, on avait vu 20 minutes de film !» Non, voilà. Mais je partage ça avec Henri Magalon, mon producteur. On estime que faut montrer les choses et que moi, il n'y a rien que je supporte moins que cette espèce d'habitude américaine des NDA et des machins où les gens planquent les trucs comme si on avait des idées géniales et que si on voulait les voyait, ça allait tout bousiller. On est tous des éponges, on travaille tous avec le boulot des autres, donc ça m'énerve cette espèce de pensée qu'il faut cacher, il faut protéger ce qu'on fait et machin. Bon, c'est les avocats qui nous emmerdent. Mais ça, c'est les étudiants. Donc oui, oui, voilà. Donc le film se termine par une émeute où en fait la police fait une opération pour vider la zone et la foule menée par une chanson, par Fleur qui va chanter une chanson, les repousse. Quoi. Et donc il faut à la fois c'est un travail sur la misère sociale, sur la construction. Il ne faut pas que ce soit non plus caricatural des bourgeois, des riches. Voilà, donc on est toujours sur un fil comme ça où on essaie de trouver la bonne mesure pour emmener le personnage, avoir des personnages qu'on considère comme des archétypes. Et puis ensuite aller essayer subtilement d'enrichir l'archétype pour essayer de trouver quelque chose de plus fin, quoi. Donc, quand j'étais venue me voir, je m'étais fait engueuler parce que je t'avais posé une question qui était « Est-ce qu'il y a un message derrière tout ça ?» Et tu m'as dit « Je ne délivre pas de message, je raconte des histoires. » Oui. Sauf que tu es obligé quand même de faire exister Paris en 1907, mais d'une façon contemporaine. Donc, il y a eu quand même ce challenge-là de... Je ne vois pas le rapport avec le message, mais... il y a un message quand même. Entre aujourd'hui et 1907. Oui, ça y est, j'ai pigé ce que tu veux dire. Ça y est, je comprends. Oui, non, mais c'est un film de banlieue. Et c'est clairement, on a envie de parler de qu'est-ce que c'est que la stigmatisation des quartiers, tout ça. Donc elle se fait repérer comme étant une zonière. Et les gens n'aiment pas les zoniers parce qu'ils sentent pas bon et qu'ils se... Voilà, donc c'est un truc sur la stigmatisation, et puis sur cette rupture entre les villes riches et puis leurs banlieues. Et donc on parle de ça, mais de là à délivrer des messages, c'est toujours un truc un peu délicat. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de me faire une pirouette en disant qu'on raconte pas des messages. Si j'avais envie de passer des messages, je les écrirais sur un papier en disant ne faites pas ça, ne pensez pas si. Voilà. Et je ne demande pas quelle tranche d'âge, tout ça. Ça, si, moi, les tranches d'âge,
Les tranches d'âge en animation, je veux bien qu'on en parle. Je te martyrise. Non, mais les tranches d'âge, clairement, c'est pour nous, en fait, c'est lié à nos budgets. Il faut qu'on soit accessible à des enfants petits et ensuite qu'on intéresse quand même les grands. Donc, c'est comme ça qu'on fait depuis tout le temps du monde. On n'essaie de pas prendre les enfants pour des cons. On essaie quand même de faire des entrées pour les petits qui se fassent leur propre film qu'ils aient régulièrement des trucs sur lesquels s'accrocher. Mais on baisse pas la cible pour autant, on fait pas des trucs preschool. Et puis on essaie de faire qu'il y a des choses qui passent sur l'époque, sur qu'est-ce que c'était les bizarreries de l'époque, quoi. Oui, et puis ça fonctionne, comme tu dis, il ne faut pas prendre des enfants pour des imbéciles, même si tu n'as pas employé ce mot-là. Mais Non, mais comme le disait Louis, il y a un truc qui m'a vachement intéressé dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'était le rapport à la technologie. Et c'est vrai que ces époques-là, il y a tout un tas de trucs qui sont liés à la simplicité de ces vies, de qu'est-ce que c'était que l'éclairage, qu'est-ce que c'était que tu vois, l'eau courante, le machin, des trucs donc on en profite pour montrer un petit peu ce que c'était que la vie à cette époque-là, sans eau courante, sans téléphone portable, sans communication et sans truc. Et j'ai appris un truc qui m'a vachement intéressé. C'est l'existence de messagers à l'époque. Il y avait donc c'était généralement des gamins qui avaient aussi un autre métier. Ils étaient des fois cireurs de chaussures, des choses comme ça, qui se plaçaient à des endroits, à un carrefour. Et donc les gens pouvaient descendre et leur dire va au 10 rue machin truc, dire à ma tante machine que je pourrais pas venir dimanche déjeuner chez elle. Et puis et le gamin il partait, il prenait les sous, il partait et puis pour être sûr qu'il les buvait pas, il revenait toujours au même endroit, quoi. Et donc il y avait un rapport de confiance, on savait qu'il allait le porter le message. Et puis donc c'était des textos vivants, quoi. Il pouvait comme ça envoyer. Et donc ça j'ai trouvé que il y a un thriller à faire génial là-dessus avec un gamin qui sait quelque chose qu'il ne devrait pas savoir, quoi. Enfin c'est un truc assez passionnant de l'époque. Entre autres, il y a plein de trucs comme ça passionnants. C'est une époque aussi où on est sur le passage entre la vente dans les rues, les vendeurs de rue. On est sur ce passage où tout va passer dans les boutiques. On ne se rend pas compte, nous, mais au 19e siècle, il y a énormément de choses qui se vendaient en vendeurs de rue, quoi. Et donc les rues étaient pleines de gens qui criaient, et donc ils avaient chacun leur petite chanson, leur code. Et c'est marrant parce que c'était un truc, qu'il y avait une liaison qu'il y avait entre les vendeurs de rue et les domestiques sur le dos des gens qui les employaient. Donc ça redonnait aux domestiques un petit pouvoir parce que eux ils étaient capables de comprendre que c'était le rémouleur ou que c'était le vendeur de machin, de trucs, et donc ils pouvaient dire au patron file-moi des sous, il faut que je descende acheter ceci ou cela parce que j'ai entendu le gars passer dans la rue, quoi. Et donc c'est une époque où tout ça va basculer vers les boutiques aux alentours de 1900, quoi. Et donc ça sera présent aussi, tous enfin voilà, ça sera présent. On peut pas parler de tout, hein. On peut pas parler de tout, mais voilà, c'était une époque où il y avait des récupérateurs de mégots qui faisaient du tabac pas cher en récupérant les clopes qui passaient par terre. Il y avait des vendeurs de mourons qui étaient cette plante qu'ils allaient récupérer le matin et qui vendaient et donc c'était une plante qu'on donnait aux canaris ou aux serins, les petits oiseaux qui étaient en cage, qui égayaient la vie des gens. Voilà, donc il y a plein de petits métiers qui se retrouvaient dans la zone, qui étaient ces petits métiers qui ont disparu et qui étaient des métiers qui rapportaient presque rien et qui leur permettaient pas de payer un loyer à Paris, quoi. Je crois qu'avant de passer à la lecture, on va peut-être voir de l'animatique, non ? Ah, tu veux qu'on montre un bout d'animatique, ouais. Alors, c'était prévu. Ouais, je suis pas sûr d'avoir pris la bonne tranche, mais bon, voilà, j'ai pris un truc où il y a une fête gitane. Il y a un petit peu de la zone. Voilà, c'est pas forcément le meilleur. Ce que je pouvais pas, c'est prendre la partie de l'animatique qui va être lue par l'acteur après. Et donc j'ai choisi un petit truc après. J'espère qu'on va s'y retrouver. J'ai pas gagné beaucoup d'argent, c'est vrai, mais c'était tellement... Oh, et j'ai chanté les lilas, sans oublier un seul couplet. J'espère surtout que tu leur as pas cassé les oreilles. Tu sens bizarre. J'ai commencé à travailler à l'usine de savon près de la porte d'octroi.
Le petit Kiké m'a présenté au contremaître. Ça sent mauvais, mais ça paye. Faut qu'on trouve du charbon à mettre dans le poêle et de quoi s'éclairer. Quand tu gagneras autant d'argent que Miss Lila, tu m'offriras une jolie fourrure bien chaude, hein? Tu manges pas, Mémé? Mangez, vous. Je vais aller me reposer un peu. Faut pas que Mémé travaille à l'usine. Elle est trop vieille. Et elle doit manger plus. Demain, j'achèterai des patates et des poireaux. Avec quel argent? Kiké! Je voudrais remplacer Mémé à l'usine de savon. Et Fernand aimerait y travailler aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez? Ça doit être les gitans là-haut qui font quelque chose. On peut y aller si vous voulez. Des gitans? Mais on n'est pas invités. Pas besoin. Ici, quand il y a une fête, c'est pour tout le monde. C'est bon? Ça parle de quoi? Aïe, de l'amour, de la pluie, un peuple qui marche pendant des jours et qui ne voit pas la fin de la route. C'est pas gay. La vie, c'est pas toujours gai, Gadji. C'est pour ça qu'on chante, pour se réchauffer le cœur. Alors les moutons, on va trimer à l'usine? Ces apaches, rien que des voyous qui se donnent des grands airs. Va travailler au lieu de faire honte à tes parents. Fernand, va pas mettre les pieds là-dedans. J'ai mieux à te proposer. Viens, Fleur, on reste pas là. C'est quoi les Apaches? C'est ceux qui sont nés sous une mauvaise étoile, mais qui ont décidé qu'ils auraient peur de rien. Faut pas chercher les loups d'Aubervilliers! Alors, on va passer. Alors, gardez vos questions pour tout à l'heure. Non, je vais faire comme Philippe. Je vais dire non. On va passer à la lecture de scénario. Il y a 20 minutes de lecture et après, vous avez une belle surprise qui vous attend. Et si vous voulez poser des questions, ce sera après. On fait ça? Très bien. Bonsoir, moi j'ai juste une question à propos du moment où vous avez parlé... Elle est où la question? C'est moi. Excuse-moi, j'étais en train de m'apercevoir que je tremblais. Avec votre monteur qui je crois s'appelle Benjamin, vous avez dit que vous faisiez des vignettes et qu'après vous voyez pour voir ensemble et tout comment vous faisiez ça. Mais moi ma question c'est, j'imagine que ça prend pas un jour du coup, vous deviez prendre plus de temps, etc. Vous devez revenir sur vos décisions. Et est-ce que des fois vous bloquez? Qu'est-ce que vous faites quand vous bloquez? Comment vous avancez? Combien de temps ça vous prend? Voilà. Alors tout ça, tout le montage, il s'est fait tout au long de... Alors attends que je me repère, ça doit faire quand même... On a dû travailler 1 an sur le storyboard et l'animatique. Donc c'est des processus effectivement qui sont longs, il faut prendre le temps que ça décante, il faut prendre le temps de refaire, de réécrire, etc. Donc
Oui, après j'ai la chance avec Henri Magalon d'avoir un producteur qui sait ça, qui nous met pas trop de pression sur les temps de fabrication de l'animatique. Son mojo, ça a toujours été, il vaut mieux prendre le temps et avoir un animatique béton et dont on est sûr plutôt que de partir avec un truc foireux où à l'animation on va pas savoir pourquoi on fait le film, etc. Donc c'est toujours mieux de savoir sur quoi on s'appuie, quoi. Et donc ça c'est une chance, mais c'est vrai que c'est compliqué à financer. Tous les producteurs le disent que cette phase d'animatique c'est toujours compliqué parce que c'est des phases de développement qui précèdent l'arrivée de la thune, quoi. Donc c'est vrai que c'est une chance, ça prend du temps, il faut accepter le fait que ça foire à un moment. Après, généralement, c'est pas que ça coince, c'est plus que on s'aperçoit à un moment qu'il y a un personnage qui agit sans qu'il ait vraiment de raison, ou on comprend pas sa motivation. Il y a besoin de retravailler sur ce personnage-là, sur ses motivations. Voilà, c'est plus en termes d'arche généralement que ça marche d'un bout à l'autre du film, où on a beau avoir essayé de travailler le maximum au script, il y a des choses qui apparaissent et puis des micro-décisions qui peuvent être prises en termes de mise en scène. Là, c'est marrant parce que je réécoutais la version écrite qui a été lue par l'acteur, et c'est très très différent de ce que c'est aujourd'hui, avec des micro-décisions de partout, quoi. Et ça, au bout d'un moment, ça fait que la scène, elle marchait en littéraire, elle marchait au script, et puis elle marche pas à l'image parce que il y a tout un tas de petites différences qui font qu'elle marche pas. Donc voilà, il y a ce petit réglage du passage de ces deux objets tellement différents qui sont l'écriture et le storyboard, qui fait qu'il faut retravailler, quoi, à chaque fois. Ça répond à ta question ? Ouais. On observe une certaine constante temporelle dans vos films, une fois en Amérique du Nord, une fois en Europe. Le prochain, il sera en Océanie, en Afrique ou en Asie ? C'est une bonne question. Écoute, je ne sais pas s'il y aura de prochain, parce que vu l'état du marché et de l'animation en ce moment, c'est de plus en plus difficile de faire nos films. Là, on repart avec quasiment le même budget que Calamity 7 ans après, je crois. Donc, c'est le même budget numéraire, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a moins de budget, en fait. Voilà, donc c'est pas évident de faire ces films, c'est pas évident de les montrer. Voilà, on a la chance d'être soutenu par l'AFKE, par les exploitants des salles d'arrêt-essai. Mais c'est vrai que c'est dur d'exister dans ce monde de l'animation là qui galère un peu en ce moment. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de ça ? Des idées, t'en as plein, de toute façon. Donc, des idées, j'en ai. J'aimerais bien co-réaliser un film avec Pauline Pinson. Parce qu'elle a une super idée qu'on pourrait essayer de faire ensemble. Il reste à savoir comment. Moi, j'ai moi-même des idées qui se passeraient plutôt à New York la prochaine. Voilà, donc c'est plutôt. J'aimerais bien revenir au monde moderne, et j'ai une idée de livreur à vélo dans New York. Voilà, que j'aimerais bien faire encore à hauteur d'enfant. Oui, encore facile à animer dans les rues avec plein de voitures, plein de gens. C'est ça. Oui, bonsoir, tu as dit que tu avais commencé, que tu avais eu ta première inspiration en lisant Mona Chollet dans le train. Ouais. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que ça parle de féminisme, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait inspiré dans cette lecture, et si dans le scénario actuel, il reste des fragments de cette première inspiration. Non, alors il y a vraiment rien à voir. Il y avait dans la première version, parce qu'il y a un truc qui m'a fasciné dans le Mona Chollet, c'était l'histoire des béguines. Qui étaient ces communautés qui étaient religieuses, mais sans que ce soit des bonnes sœurs, qui étaient des religieuses libres, et qui étaient des communautés de femmes qui vivaient seules. Et donc la thèse de Mona Chollet, c'est qu'à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, les femmes qui vivaient seules étaient suspectes, parce qu'elles étaient brûlées comme sorcières la plupart du temps, ou elles étaient veuves, et elles n'avaient pas envie de se remarier, ce qui fait qu'elles répondaient aux hommes de manière trop indépendante, et donc elles agaçaient un petit peu le patriarcat. Voilà. Et donc ces communautés de béguines, ça m'a vachement intéressé. Du coup, j'ai lu notamment La Nuit des
Béguine, qui est un roman qui s'intéresse que à cette communauté-là, qui est absolument passionnant. Et donc ça existait en fait, Fleur se faisait poursuivre et devait, par les Apaches, et se réfugier dans une communauté de Béguine. Et ce passage-là a disparu. C'était le seul truc de Mona Chollet qui restait. Même. Je suis là. Merci beaucoup. Et j'avais une question sur... Alors j'ai compris qu'il y avait beaucoup de documentation à la base de l'écriture du scénario. Et je voulais savoir si tu avais travaillé avec des historiens à un moment, historiennes, et s'il y avait eu un échange au moment de l'écriture ou sur des visuels, sur les décors, tout ça. Et ben là, c'est la première fois que j'ai travaillé avec une conseillère en consultation. On ne peut pas vraiment dire que c'est parce que ça coûte aussi son prix. Donc là, on a travaillé avec Madeleine Levaux-Fernandez, qui est une dame qui a un certain âge et qui a écrit sa thèse sur la zone. Qui a été beaucoup comment dire, utilisé sans être cité d'ailleurs par un certain nombre de gens de bande dessinée et tout ça. Et donc ils s'en plaint pas mal. Et donc elle était assez heureuse qu'on respecte son travail et qu'on la cite. Et donc Madeleine, elle nous a accompagnés pour de l'iconographie. Et puis elle a lu le scénario, elle nous a fait des notes, des retours sur ce qu'elle pensait être vrai, être faux, comment on pouvait s'en sortir. Par exemple, typiquement, nous, quand on parlait des flics, on faisait dans la bouche des émeutiers, et à l'époque, personne disait les flics. En fait, c'est un mot qui existait déjà, mais qui était très peu utilisé. On disait la rousse, les roussins à l'époque. Et sauf que voilà, on a choisi en accord avec elle, on lui a expliqué pourquoi on le ferait pas, parce que la rousse aujourd'hui, ça parle pas aux enfants, et qu'il faudrait expliquer, montrer un gamin qui montre un flic et en disant la rousse arrive, voilà. Enfin, donc ça obligeait à expliquer, à faire tout un comment dire, un stratagème pour que les enfants comprennent. Et donc c'est des choses qu'on a abandonnées. Et donc on les appelle les flics, comme voilà. C'est ce genre de choix qu'on fait. D'ailleurs, dans le film, vous l'avez entendu avec la lecture et puis avec le bout d'animatique, on n'a pas du tout joué le côté langue de l'époque. Voilà, c'est quelque chose que je trouve toujours un peu gadget, difficile à manier, difficile à réussir en fait, de mettre des mots de l'époque, de l'argot de l'époque dans la bouche de gens d'aujourd'hui. Voilà, donc je préfère ne pas le faire du tout plutôt que de le faire mal. Voilà. Mais c'est passionnant de travailler. Et là, on a invité, je vous ai mis son bouquin aussi en bibliographie, Justinien Tribillon, dont on a découvert le travail vraiment récemment, parce que son bouquin est sorti très, très récemment, et qui est un chercheur et qui parle beaucoup de ça. Bon, lui, il utilise la zone dans une acception un peu plus large, parce que pour lui, c'est vraiment... il parle beaucoup de la frontière, de cette espèce de marque qu'il y a à Paris entre la banlieue et le Beau Paris, avec une construction même d'image internationale, où il s'aperçoit que le Beau Paris est célébré un petit peu dans le monde entier, mais que les gens connaissent aussi le mot banlieue. Aux US ou à Londres, en Allemagne, les gens connaissent le mot banlieue parce qu'il y a ces images de voitures qui crament, et il montre qu'il y a toujours cette construction du Beau Paris comme une opposition entre le Paris, la belle ville et machin, et la banlieue comme une espèce de stigmatisation de l'autre, et que l'endroit de la zone, j'ai oublié de le préciser, mais pour ceux qui connaissent Paris ou qui sont parisiens, la zone est exactement à l'endroit où est le périph' aujourd'hui. C'est vraiment le périph', quoi. Et c'est donc quand ils ont supprimé le mur, ils l'ont tombé à partir de 1919. C'est devenu un terrain vague pendant très, très longtemps. Il y a eu plein de projets qui étaient des projets de cicatrisation un petit peu de ce truc, en plaçant des jardins de manière irrégulière, et puis de faire passer des immeubles qui auraient lié un peu Paris à sa banlieue. Et ça a été refusé par les gens de l'époque, parce que ça aurait diminué la valeur immobilière de l'intérieur de Paris. Et donc il y a eu une volonté de garder cette ceinture pour aussi garder le côté exceptionnel de la valeur immobilière interne à Paris. Voilà. Et donc il montre comment il y a une permanence entre Adolphe Thiers à l'époque et les politiques autoritaires, et puis le Darmanin ou l'Allemand d'aujourd'hui, quoi, le préfet de Paris qui a notamment, il parle de cet exemple de ce mur du crack, dont peut-être vous avez entendu parler il y a quelques années, qui était, il y avait la colline du crack à Paris, il y avait tout un tas de gens qui se droguaient à un endroit, il les avait repoussés
du côté de Pantin, je crois. Et ils avaient bouché un passage entre Pantin et Paris. Ils l'avaient bouché, ils avaient foutu un mur. Et donc c'était, hop, on pousse les pauvres et les craqués à l'extérieur de Paris, comme si maintenant ça n'existe pas. Voilà. Donc c'était, et ils montrent comment cette impensée, cette façon de penser la zone comme étant l'autre et la racaille et tout ce genre de choses est une permanence. Il y a une sorte de permanence entre ces politiques autoritaires de ce moment, le moment où on est maintenant, de la commune et d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Il n'y a pas de message dans ton film. Et bim, hypercute, chaos debout. Bon, bonjour. Bonjour. Je ne suis pas la dernière. Ah oui, bonjour. Oui, ça y est, je t'ai repéré. Bonjour. Alors, il y a sûrement une réponse très, très simple à ça, mais j'ai remarqué que justement dans la zone, c'était des animaux de la forêt. Juste, il y a des blaireaux, il y a des mulots, et à l'intérieur de la ville, c'est justement genre des chats domestiqués, des choses comme ça. Et donc, pourquoi est-ce que Fleur et sa famille sont des chauves-souris ? Alors, je m'inscris en faux sur cette différence. C'est-à-dire que justement, tout le travail du film, je pense que c'est une lecture... j'espère qu'on ne va pas faire cette lecture-là. C'est surtout pas la lecture que je veux qu'on ait. Je ne veux pas qu'il y ait de différence entre les espèces qui sont à l'intérieur de Paris et les espèces dans la zone. Je ne veux surtout pas qu'il y ait une lecture possible ethnique ou une déformation de mon propos avec des trucs comme ça. C'est vraiment tout ce que... Donc, il y aura des chats dans la zone, il y aura des chats dans la ville de Paris, il y aura des chats chez les bourgeois et chez les pauvres, il y aura des cochons chez les pauvres et les bourgeois. C'était juste par rapport au PowerPoint que vous avez fait. C'est sûrement pas représentatif du film. Ouais. Et après, Fleur au début, moi je l'avais imaginé tout début comme un lapin. Ensuite, je me suis dit que ça allait être une fouine. Et puis il se trouve qu'en dessinant, peut-être que vous l'avez vu passer, j'ai dessiné une petite chauve-souris et un petit bonhomme avec une culotte courte et des grandes oreilles. Et Pauline m'a dit « Ah, mais ça, c'est sa Fleur, elle est tellement mieux comme ça et tout ça. » Et j'ai dit « Non, c'est pas possible. » Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Elle a peut-être raison, merde. » Et donc voilà. Et donc après, il a fallu convaincre mon producteur qui a mis les deux pieds sur le frein en disant mais non, une chauve-souris là avec sa trogne, c'est un oiseau de la nuit, ça va être compliqué à l'international, non. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui il est un peu plus à l'aise avec ce qu'on en a fait. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi c'était important que ce soit pas la jolie pépée de la zone. Donc c'est vrai que la fouine, elle avait un côté, quand je la dessinais, elle avait un côté un petit peu trop mignon et que je voulais qu'on se dise ça va être compliqué pour elle, quoi. Avec sa trogne, elle est toute petite, elle a un nez pas possible, elle a les grandes oreilles, elle a les pieds en canard, ça va être compliqué. Et quand on entend sa voix et la voix de Salomé, donc tout d'un coup on se dit ah oui, mais il va se passer quelque chose. Et je trouvais ça plus intéressant d'avoir ce renversement plutôt que d'avoir l'impression qu'on l'a sélectionné parce que c'était la jolie pépée de la zone, quoi. D'ailleurs, j'invite Salomé à nous rejoindre, peut-être pour que on salue Rémi et Salomé pour cette belle intervention. Eh bien, merci beaucoup.